Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans ce rendez-vous mensuel des hauts et des bas, cette émission dont je ne peux toujours pas vous dire dès le départ de quoi nous allons parler, puisque c'est son principe de rassembler des invités, des amis qui viennent échanger sur les questions qu'ils se posent, sur le monde qui nous entoure, sur les questions que l'actualité nous inspire, sur la manière que nous avons les uns et les autres d'y réfléchir, de façon assurément différente les uns des autres, mais d'où l'intérêt de partager ces visions. Alors, si vous aussi qui nous regardez, vous voulez intervenir dans ce débat, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire via les réseaux sociaux, sur Twitter notamment avec le hashtag des hauts et des bas. Et puis vous pouvez aussi le faire par mail à l'adresse de l'émission et Claire se chargera de nous transmettre vos interventions. Mais bien sûr, ces amis qui sont présents, je vais vous les présenter avec d'abord Dominique Quignot qui nous rejoint à nouveau. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes présidente des Semaines sociales de France, alors qui travaille au long cours pour le rendez-vous de novembre prochain sur quelle Europe voulons-nous. Mais avant cela, peut-être un prochain rendez-vous. Oui, au mois de mai à Strasbourg, il y a un groupe des Semaines sociales qui travaille depuis plusieurs années avec des gens extérieurs aux Semaines sociales sur les questions de santé et d'économie de la santé, les questions éthique que pose l'économie de la santé. Et donc, c'est une sorte de journée d'études qui va permettre peut-être d'approfondir un certain nombre de questions. Merci en tout cas d'être avec nous. Comme l'est Philippe Deroux. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Philippe, vous dirigez une ONG qui s'appelle Eau et Vie, qui agit dans le domaine de l'adduction d'eau dans plusieurs pays, mais vous êtes aussi, on peut le dire, membre des Poissons Roses. Alors est-ce que vous avez une actualité à nous partager qui ne soit pas directement une invitation à voter, s'il vous plaît? Comme toujours, les Poissons Roses frétillent dans tous les sens. Donc on a plusieurs initiatives en cours. Un livre qui est sorti sur l'écologie intégrale chez l'Harmattan avec Michel Gaudron, qui est un de nos spécialistes sur l'écologie. On a en cours un livre qui va s'appeler « Maîtriser la finance », un sujet vaste, vous voyez, donc toujours cet équilibre entre les questions d'écologie, d'économie, d'éthique, qui sont au fond des questions de justice, et donc et plusieurs rendez-vous à venir, donc à découvrir sur notre site. Bonne publicité. Avec nous, Jean-Louis Schlegel, qu'on va bientôt retrouver en librairie, Jean-Louis. Voilà. Je vais essayer d'expliquer la Bible aux jeunes. Donc, dans la collection du Seuil, la Bible expliquée A. Et donc, j'essaie d'expliquer l'Ancien Testament, qui ne compte que 39 livres dans la Bible hébraïque et 46 dans la Bible chrétienne, catholique en tout cas. Alors, écoutez, je suis assez content parce que c'est quelque chose d'assez difficile. Ça sort la semaine prochaine, donc c'est fait, c'est derrière moi. Et juste pour préciser, quand vous dites jeune... 4e à seconde. Enfin, c'est ce que j'avais en tête quand j'ai écrit ce livre. Et par ailleurs, la revue Esprit, que je dirige pour l'instant et qui va s'intéresser en mai à des réactions d'Américains à l'élection de Trump. Voilà. Avec nous aussi, Tugdual Derville. Bonsoir Tugdual. Bonsoir Philippine. L'association À Bras Ouverts, Alliance Vita. De quoi voulez-vous nous parler? Bon, Alliance Vita, on est tellement les yeux rivés sur les élections que je ne vais pas en parler. Et mais pour À Bras Ouverts, je viens d'accoucher d'un livre qui sortira au mois de mai. Voilà, donc toute la partie plus douloureuse de travail est faite. Maintenant, c'est l'éditeur qui s'en occupe, ils sont de l'Emmanuel. Mais pour moi, c'est très important. C'est il y a 31 ans maintenant qu'À Bras Ouverts a été fondé. Et le mettre par écrit, j'ai ressaisi toute l'émotion, la joie, les peines aussi, et puis tout l'émerveillement de voir ce qui est sorti du pauvre type que je suis, parce que j'étais pas tout seul, bien sûr, mais c'est beau. Il y a beaucoup de jeunes, il y a 15 000 jeunes accompagnateurs qui sont passés par À Bras Ouverts, et beaucoup de jeunes aussi porteurs de handicap. Voilà, j'espère que ce livre sera fidèle, de mon point de vue en tout cas, parce que je suis d'une colline, puis il y aurait bien des manières de raconter l'histoire d'amour, elle se raconte de 1000 façons, mais en tout cas j'ai raconté la mienne. Voilà. Merci Tugdual. Avec nous enfin Farage Benoît Camura. Bonsoir Farage Benoît. Bonsoir Philippine. Merci d'être là. Alors on a dit que Philippe était engagé chez les Poissons Roses, donc on peut dire, c'est pas un secret d'État que vous êtes engagé chez Sens Commun. Pas du tout, ouais. Mais c'est pas notre propos direct. Vous êtes aussi connu de nos téléspectateurs par l'association Fraternité en Irak. Alors quelle actualité? L'actualité, c'est de rendre vie à la plaine de Ninive, parce que, vous le savez, Daesh a été chassé de la plaine de Ninive, mais il y a beaucoup de maisons qui ont été brûlées, beaucoup de villages qu'on retrouve dans un mauvais état, et Fraternité en Irak a choisi
d'aider à rendre vie à la plaine de Ninive en soutenant les artisans, les petits entrepreneurs, les éleveurs, donc en leur rachetant des outils, en leur rachetant du matériel, de manière à ce que toutes ces personnes qui donnent vie à des villages puissent rentrer chez elles, reprendre leur travail et faire en sorte que cette plaine de Ninive, elle aussi ressuscite. Merci et bravo pour ce travail. Merci à tous les 5 d'être là. Alors maintenant qu'on a dit qui vous étiez, quelles étaient vos responsabilités sociales, vos casquettes, vous connaissez le principe de l'émission, on va les poser de côté parce que c'est la personne que vous êtes, chacun d'entre vous, qui vient ici échanger avec ses camarades. Une petite précision sur la particularité de l'émission de ce soir, c'est qu'elle est en direct et nous sommes à l'avant-veille d'un scrutin électoral. Cette émission étant rediffusée plusieurs fois, elle sera notamment rediffusée pendant la période du grand jeûne médiatique où il n'est pas permis de parler des élections. Et donc, nous avons fait le choix de ne pas, ce soir, parler des élections présidentielles. Peut-être, au fond, que ce sera aussi une respiration pour nous tous. Hein. Ceci dit, on ne peut pas ne pas commencer ce soir par quelque chose qui est tout à fait dramatique, qui est cet attentat survenu hier soir en plein Paris. Évidemment, on reçoit tous à chaque fois le même choc de la nouvelle, le même stress, j'allais dire, qui surgit. Comment est-ce que vous avez réagi les uns et les autres ? Qu'est-ce que ça vous a inspiré ces dernières 24 heures ? Farage Benoît ? On est saisi tout de suite par la peur que se renouvelle un Bataclan, un Charlie Hebdo. C'est, je dirais, le réflexe immédiat, bien sûr. Ensuite, avec un peu de recul, quand on regarde le profil de cet homme qui a commis cette attaque, moi j'ai été ému parce qu'il y a cette photo de lui avec un petit enfant sur les épaules. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est triste. En fait, ce monsieur, il était peut-être papa. Je me dis, mais comment quelqu'un qui est papa peut en arriver là ? À quel niveau de désespérance est-ce qu'on arrive ? Et donc, je crois que, évidemment, il faut être très très ferme vis-à-vis de l'idéologie qui mène à ces actes de violence, au salafisme en particulier, et à ces formes violentes. Et je pense que, de ce point de vue-là, il faut s'interroger quand même sur ce qui est compatible ou pas avec notre République. Et même si c'est pas évident de se dire que le salafisme n'est peut-être pas compatible avec la République, je pense qu'il faut qu'on ait une vraie interrogation là-dessus. Et puis ensuite, il y a évidemment eu un questionnement par rapport à notre société, je pense, ultra-matérialiste, ultra-égoïste, qui fait qu'il y a des gens qui ne s'y sentent plus à leur place, qui se sentent malheureux, exclus, au point d'utiliser la religion comme un prétexte pour se suicider, dans un genre de suicide durkheimien un petit peu, parce que moi c'est un peu l'impression que donne cet homme-là. Il avait l'air d'être à moitié fou, d'avoir voulu tuer plusieurs fois des policiers, et puis là il a saisi une occasion de faire un grand spectacle et de mourir soi-disant en martyr. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi de suicide public qu'il a voulu mettre en scène, habillé de radicalisme islamique et d'allégeance à Daesh? C'est une question. En tout cas, moi, je crois qu'il faut quand même qu'on s'interroge de manière plus générale sur cette idéologie violente liée au salafisme et au wahhabisme qui pose problème chez nous, mais plus largement dans le monde. Oui, moi je rejoins assez ce que dit Farage Benoît. Je n'ai presque pas eu le temps de m'y intéresser depuis hier soir, j'ai été très pris. Mais le peu que j'ai entendu et lu, c'est-à-dire une fois de plus, on a un profil quand même, je ne sais pas comment dire, le profil d'un pauvre, enfin évidemment, c'est un assassin. En même temps, c'est vraiment un pauvre type, quoi. Enfin, et alors, chaque fois, Daesh, évidemment, revendique cet attentat qui s'est terminé par la mort d'un policier, effectivement, abattu comme un lapin, il faut quand même le dire aussi, d'après ce qu'on a pu comprendre. Moi, je me dis quand même, je suis plutôt de l'avis de ceux qui disent qu'il faut absolument résister à Daesh non pas en augmentant encore de 20 000 policiers l'arsenal de ce qui existe déjà, c'est-à-dire on fait le jeu de Daesh si on augmente encore la sécurité, encore le nombre de policiers, encore la surveillance, parce que il est évident que Daesh, qui ne sont pas des imbéciles, ça je suis prêt à le croire, ils ont gagné quand on fait ça. C'est-à-dire ils ont vraiment gagné quand ils réussissent à créer des conditions encore plus sécuritaires dans les démocraties,
d'une certaine manière, a tué les démocraties, quoi. Moi, je pense que vraiment, je trouve, on pourrait avoir 50 000 policiers de plus, et ce genre d'attentat peut parfaitement arriver. C'est leur... Mais alors c'est quoi? C'est une résistance intérieure qu'il faut Non, oui, travailler? une sorte de résistance intérieure pour dire on résiste en défendant quand même la démocratie, quoi qu'il arrive. Et après ça, et en même temps, il faut absolument dire le côté atroce, lutter contre Daesh autant que faire se peut, avec tous les moyens qu'on a. Je pense que c'est ça la ligne à suivre. Mais je pense que la résistance quand même à augmenter encore et toujours la sécurité n'a pas de sens avec des tueurs de ce genre-là. Moi, je me suis dit, peut-être je rajouterais que aimer ce qui nous protège fait aussi partie intérieurement d'une exigence quand on voit ici ou là, dans les gares et un peu partout, ces personnes qui sont aussi des cibles. Et donc, j'ai envie de rendre hommage quand même à ces forces de l'ordre. Ouais. Après, souvent je m'étais dit, comment font-ils pour survivre en Irak ou ailleurs, pays que je ne connais pas, et où j'entendais régulièrement, boum, 50 morts, 100 morts, 40 morts. Comment font-ils? Et je me suis dit, finalement, n'avons-nous pas à nous habituer à ces événements? S'il y en a un de temps en temps, évidemment, ça va arrêter la vie pendant un certain temps. Mais s'il y en a si régulièrement, bien, on finira par s'habituer à payer le tribut à ce terrorisme. C'est une question, je dirais, ni désespérée, ni fataliste, ni bravage que je pose, mais juste peut-être un constat de dire à un certain niveau de fréquence, la société peut vivre avec ces événements cruels, comme nous avons vécu pendant des siècles. Il y avait au siècle dernier, il y avait des attentats anarchistes assez violents, avec des gens qui se faisaient sauter, des bombes, etc. Au début du XXe siècle, la France a continué avec ces attentats. Et du coup, la réponse que je me suis faite, c'est de dire, est-ce que c'est important pour moi d'être fasciné par ce qui se passe sur les écrans, de regarder les hélicos qui tournent, d'entendre sur une radio raconter qu'on a effacé une tache de sang au sol, ou bien est-ce que je ne suis pas appelé à continuer à vivre paisiblement, à essayer de faire du bien autour de moi paisiblement, de faire mon devoir d'État, plutôt que de céder à cette espèce de panique. Parce que de toute façon, même si je suis un citoyen éclairé et que je m'intéresse bien sûr aux valises abandonnées ou aux sacs abandonnés, à mon niveau, je ne peux pas faire grand-chose d'autre que de continuer à vivre paisiblement en respectant mes voisins et en choisissant que l'homme est fait pour se donner, qu'il n'est pas un loup pour l'homme. Oui, parce que ça pose la question de l'écho médiatique que l'on donne à ces événements. Ça m'a toujours posé question. C'est-à-dire, quand cet événement s'est produit, c'était un moment politique dont on ne parlera pas, mais qui avait une signification symbolique. Et ça a occupé tout le terrain, ça a changé un peu les interventions, etc. Et je me dis toujours, est-ce que là, nous ne faisons pas le jeu de ceux qui récupèrent ces attentats, quel que soit le profil des personnes qui font l'attaque, quoi. Est-ce qu'il faut leur donner cette ampleur? Est-ce que c'est pas la propagande de Daesh que nous faisons, voilà, est-ce que ça fait pas partie quand on en rend compte comme cela? D'un autre côté, on ne peut pas ne pas souligner ce que ça représente, ce drame pour une famille d'un policier tué. Et on les voit aujourd'hui, les policiers lourdement armés, ce qui crée quand même une atmosphère très particulière dans nos démocraties. Il y a des années, dans notre jeunesse, on aurait vu comme ça dans les gares des militaires armés. On se serait dit, mais ça n'est pas possible. Que font-ils là? Et aujourd'hui, d'une certaine manière, nous nous sentons soulagés. Mais on a peut-être tous de la famille en province, mais quand je rentre chez moi, dans ma famille, dans l'Est, en plus, nous les voyons, nos braves militaires à Troyes, là. Moi d'ailleurs, quand je peux, mais il faut pas trop le faire non plus. Je leur parle très volontiers, je leur dis ça va, bon. Ils sont assez contents quand on le fait, mais en même temps, je ne sais pas s'ils ont des consignes de rester quand même un peu à distance. Mais en province, ils croient parfois que Paris vit assiégé. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous avez... alors que je le ressens, étant à Paris quand même, je suis plutôt embêté par les colis suspects qui nous arrêtent les trains, des choses comme ça, quoi. Il y en a ras-le-bol. Mais Et à l'étranger, qu'est-ce que c'est aussi l'image que la France... Oui, alors cela dit, j'y pensais à l'instant, parce qu'il y a ceux qui nous regardent aussi ailleurs, que ce soit en Suisse, en Belgique ou en Afrique. Il n'y a pas de pays réellement qui soit épargné aujourd'hui par ces préoccupations ou ces soucis. Moi, ce qui m'a frappé une fois de plus, c'est l'usage du symbole. Hein. C'est que Champs-Élysées,
J'ai été fascinée de voir dans les médias du monde entier, dans toutes les langues, on voyait Champs-Élysées. Parce que, voilà, c'est probablement un des lieux les plus connus, d'une des capitales les plus connues. Et là, moi, je rejoins complètement ce que disait à l'instant Dominique. C'est-à-dire que, malheureusement, on l'a vu au moment du Bataclan, on l'a vu au moment de Charlie, et c'est un drame pour la France. C'est que quand on frappe la France, ça a un écho mondial extraordinaire. Ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo a eu un impact médiatique comparable à la chute des tours du World Trade Center le 11 septembre. Alors que, voilà, c'est pas exactement la même ampleur quand même. Et donc pour Daesh, frapper la France, c'est très rentable médiatiquement. Et c'est, je dirais, quelque chose de dommage. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'on devrait s'imposer... alors justement, ça pose question par rapport à nos démocraties. S'imposer un blackout sur le traitement médiatique de ces attaques terroristes, ça serait un problème aussi. Sans doute pas. Vous voyez, ça paraît serait un difficile. problème. Mais il faudrait réussir à l'encadrer pour pas que ça prenne trop de place. Et en même temps, un pays a besoin aussi de vivre ces difficultés, de les entendre, de les ressasser pour les accepter. Donc c'est compliqué. Pour réagir à ce que vous disiez, ce côté international un peu anarchiste et de la nihiliste, moi je le vis un peu toujours avec cette espèce de point de vue, parce qu'au Bangladesh c'est la même chose, aux Philippines c'est la même chose, en Côte d'Ivoire c'est la même chose, en France c'est la même chose. Et donc je me dis, il y a une internationale... un totalitarisme qui est incroyable. Et comment nous, on peut, en face de ça, faire une internationale de refondation, sur quoi on va fonder? Parce qu'on s'aperçoit bien que les problèmes auxquels on fait face, ils sont mondiaux. Et donc comment, dans un monde très atomisé, très liquide, on va réussir à refaire cette internationale des gens qui veulent refonder sur des bases différentes? C'est ma première question. La deuxième, je vois que ces personnes dont vous parliez, qui sont parfois des pauvres types, on voit dans le... J'aime pas ce mot-là, je l'utilise avec des guillemets, parce que ce sont des personnes aussi. Dans les prisons, la radicalisation de ces gens-là, c'est invraisemblable. Et c'est là que moi, je pourrais discuter avec des gens qui travaillent dans les prisons, les cris de joie qu'on entend, parfois quand il y a des attentats, des choses comme ça, c'est hallucinant. C'est un angle mort. Et c'est là qu'on dit que la question sociale, elle est cruciale. La question de l'accompagnement, la question de l'insertion qu'on fait de ces gens-là, la question du projet commun qu'on veut mettre en avant. C'est quelque chose dans lequel il faut absolument qu'on donne une énergie folle, qu'on se mette vraiment à travailler, collectivement. Et le troisième sujet, moi, c'était surtout pour ce policier. Et c'est moi, à chaque fois, je me lasse pas, en fait, ça me fend le cœur, en fait. Ces gens-là, sa famille, ses proches, ça avait l'air d'être un gars assez héroïque, assez exemplaire. Pour avoir lu un ou deux portraits, c'est toujours très, très, très frappant. Et moi, je souhaite, en tout cas pour moi-même et pour notre pays, qu'on ne s'émousse pas. Qu'on garde finalement le fait d'avoir le cœur qui saigne à chaque fois, même si c'est ça qu'ils cherchent, mais en fait, que ça ne devienne pas une actualité comme une autre. Voilà. Ils cherchent surtout à diviser. Oui, en plus. C'est ça, c'est à créer des communautés et ça marche pas mal. Ils cherchent à créer la peur, la peur de l'autre, la peur du musulman, la peur de l'immigré, et effectivement à monter les Français les uns contre les autres. Alors, cela dit, on a été plusieurs à le souligner, c'est hélas une réalité qui traverse beaucoup de pays aujourd'hui, mais vous commenciez par nous parler tout à l'heure, Benoît, de la plaine de Ninive. Hélas, le temps pascal a aussi été marqué de façon sanglante dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient et en Égypte. Oui, en particulier en Égypte, le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux, où vous l'avez tous vu, des fidèles sont morts parce qu'ils se rendaient à la messe. Et puis ensuite, à Alexandrie, à l'entrée d'une église, avec un attentat suicide. Ces attaques, elles montrent que Daesh veut, et c'est exactement le phénomène inverse de ce qu'il cherche chez nous. Chez nous, il cherche à nous diviser. Là-bas, il cherche à éradiquer, à purifier religieusement un pays pour qu'il ne reste que des salafistes extrémistes à la mode de Daesh. Ils veulent que
tous ces pays du Moyen-Orient deviennent salafistes extrémistes à la mode de Daesh de manière monocolore. Et donc, en s'en prenant aux chrétiens, ils visent à faire partir les chrétiens, mais ils s'en prennent aussi, il faut le dire, et on n'a pas assez parlé d'eux, ils s'en prennent aussi en Égypte aux soufis, aux musulmans soufis. Daesh a publié des images d'égorgement de musulmans qui ont le tort d'appartenir à l'islam soufi. Et cela doit montrer, et cela nous montre que Daesh ne tolère pas n'importe quel type d'islam. Et que pour les Égyptiens, ce qui s'est passé à l'encontre des chrétiens, c'est un avertissement terrible. C'est que l'État égyptien doit réagir de manière très ferme, que le peuple égyptien tout entier doit réagir de manière forte, parce que sinon Daesh va vouloir imposer son islam à tout l'Égypte. Comme il a tenté de le faire dans les zones qu'il a contrôlées en Irak, les habitants de Mossoul racontent quelle vie ils ont vécu pendant ces 2 ans et demi. C'était un totalitarisme religieux terrible, terriblement triste et terriblement violent. Là aussi, on se dit que nous, on s'habitue, on en parlait, à voir des hommes en armes dans nos rues, et y compris devant nos églises. Il y a eu des mesures particulières pour les fêtes de Pâques. Je pense que tous ceux qui sont allés à la messe ont pu le voir, avec des services de sécurité. Mais tout près de nous, il y a quand même des pays où aller à la messe, c'est prendre le risque de ne pas revenir, quoi. Du coup, moi, je dois dire, je suis éperdu d'admiration. Et d'une certaine manière, la fidélité à leur foi chrétienne de ces populations minoritaires, 10% si j'ai bien compris en Égypte, moi me remplit me donne envie de me réjouir d'être chrétien. C'est-à-dire, parce que je me dis c'est si facile pour nous. Et nous qui nous plaignons souvent de la pensée unique, de je ne sais quoi, du laïcisme et toutes sortes de choses, on ne va pas détailler, mais de voir que des personnes sont fidèles avec le sentiment d'être un peuple martyr aussi sur le plan historique depuis bien longtemps, parce qu'ils ont vécu des persécutions, si j'ai bien compris, assez régulières. Et moi, je me souviens avoir vraiment regardé maintes fois une toute petite vidéo dans une église brûlée par un attentat violent il y a quelques années, où toute une communauté chantait dans cette église. Elle était très bien faite, elle était faite aussi pour émouvoir, mais vraiment où on voyait aussi que les chrétiens gardaient leur foi et aimaient leurs ennemis. Et c'était exprimé avec force, voilà. Je ne prétends pas répondre sur le plan géopolitique, stratégique, je n'en ai pas la compétence. Mais juste en tant que chrétien, moi j'ai envie de dire chapeau pour cette fidélité, et que ça nous donne aussi à nous peut-être un enracinement dans le Christ encore plus fort, au-delà des vicissitudes de nos propres vies qui sont marquées par des joies et des épreuves. Oui, moi Farage, Benoît parlait vous avez employé le mot pureté à un moment, hein, c'est-à-dire c'est quand même frappé là tous ces, pas comment dire, tous ces intégrismes, on va dire ça comme ça, ou tous ces radicalismes, ils sont quand même habités quelque part par le souci de l'islam pur, ou prétendre représenter le pur islam, ou quelque chose de ce genre-là. Et le mot pureté, pur, a beaucoup de sens, hein, nous sommes tout à fait d'accord, surtout dans notre tradition catholique, mais je trouve cette espèce de purisme-là a quelque chose cette obsession de la pureté des origines, des choses de ce genre-là, qui exclut les autres et qui les tue, a quand même quelque chose de terrifiant, quoi. Je trouve je prêche parfois aujourd'hui pour une bonne impureté, quoi, c'est-à-dire admettre que nos sources, déjà, pour nous... il y a 4 évangiles qui ne disent pas la même chose. Enfin, les communautés chrétiennes ont eu des conflits aux origines, alors parfois nous le regrettons. Je trouve que nous devrions plutôt nous en réjouir, parce que finalement, l'origine pure nous échappe, quoi. Et ceux qui prétendent l'avoir, ce sont des menteurs. Et je trouve que ce sont des oppresseurs. Et donc, il faut admettre que l'humanité... Les religions aux origines sont plurielles, quoi. Voilà, il y a plusieurs traditions qui existent, qui méritent reconnaissance, qui ont transmis quelque chose d'une tradition spirituelle chacune, et donc voilà, quoi. Je dis ça parce que c'est une menace c'est une menace en islam, ça peut être une menace aussi en christianisme, en judaïsme, et même dans les religions du monde. Enfin, c'est cette espèce de prétendre que soi-même on a la seule vraie origine, la pure origine, la pure tradition, c'est insupportable, je trouve. Enfin, Mais la question que je me pose et que je vous poserai bien, c'est est-ce que c'est Daesh, est-ce que c'est quand même le facteur religieux qui est essentiel
dans leur totalitarisme, ou est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, le pouvoir, l'envie de puissance, c'est ce qu'on ne sait pas forcément, nous, d'ici, observer. Daesh, on peut le prendre sous les deux angles. L'angle du commencement et l'angle de la fin. L'angle du commencement, Daesh, à la base, c'est une structure, c'est la rencontre entre l'ancienne structure des services de renseignement irakiens, des anciens cadres de l'armée irakienne, qui se rendent compte que mener un combat au nom de l'idéologie baasiste, ça marche moins bien que le mener au nom de l'islam, et que si en plus ils le mènent au nom du salafisme, ça permet d'avoir beaucoup de financement, et que donc là, ça marche très bien. Donc ça, je dirais que c'est un peu les commencements. Et puis, il y a la question de la fin, parce que Daesh parle beaucoup de l'eschatologie, et de l'eschatologie islamique. Et l'eschatologie islamique parle énormément de l'Umma, la grande communauté des croyants musulmans, et de l'idée qu'à la fin des temps, cette communauté des croyants sera unie pour combattre contre l'Antichrist, pour les derniers combats de la fin des temps. Et Daesh s'inscrit beaucoup dans cette argumentation, avec cette explication, et on est face à quelque chose qui mélange le religieux et le politique, puisque Daesh veut établir ce nationalisme de l'Oumma, cet État islamique, comme il s'appelle, de la fin des temps, en fait. Et c'est un faux né, finalement. C'est un faux né, mais en fait, la difficulté, c'est qu'en fait, après, localement, Daesh utilise effectivement des ressentiments politiques. Le ressentiment des sunnites qui se sentaient marginalisés, le ressentiment des habitants de la région du Sinaï qui se sentent oubliés, qui ont l'impression de ne pas profiter de l'économie touristique, et des problèmes avec certaines tribus. Donc effectivement, Daesh instrumentalise tout cela, et en plus l'habille, lui donne des justifications religieuses. Daesh a quand même été capable de justifier religieusement le fait de brûler le pilote jordanien, enfin de commettre toute forme d'atrocité. Donc voilà, c'est aussi la difficulté, c'est une des difficultés qu'on rencontre à partir du moment où il n'y a plus d'interprétation de l'islam, c'est que Daesh va dire, mais voilà, dans telle sourate du Coran, à tel endroit, il y a écrit cela, donc nous on fait ça en partant de là. Alors, la particularité du moment où on parle, c'est que dans 5 jours, 6 jours, le pape François va en Égypte. Ça vous surprend qu'il y aille, ou vous trouvez ça fou ou... Alors, moi, si je peux témoigner juste, on avait été reçus le 1er mars à Rome par le pape François, qui nous avait annoncé, à nous, petits et modestes poissons roses, qu'il était en négociation avec l'imam de la grande mosquée d'Al-Azhar, en avant-première. Alors on était très très contents d'entendre ça, qu'il y avait des conversations vraiment qui ont donné lieu plusieurs mois après à une rencontre un peu historique. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est au moment des attentats du dimanche des Rameaux, la réaction immédiate de l'imam d'Al-Azhar. On sentait qu'il y avait quelque chose de l'ordre de une proximité qui commence à se nouer. Enfin, en tout cas, plusieurs ont relevé un peu Je pense à Anne-Bénédicte Hoffner, qui connaît bien à la croix ces sujets-là sur l'islam, a relevé assez rapidement, tout de suite, qu'il y avait quelque chose de différent dans le ton, quoi. Quelque chose de l'ordre d'une plus grande proximité. Il se passe quelque chose, quoi. Tout le monde voit bien que l'islam est en crise, qu'il va falloir gravir une montagne. C'est d'ailleurs une image aussi qu'elle utilise, que des musulmans profondément croyants voit bien qu'il faut grimper cette montagne. Et je pense que l'imam d'Al-Azhar doit en faire partie, probablement, et en tout cas que le dialogue avec les chrétiens, dans une forme de bienveillance, dans un contexte terrible, est un témoignage très fort. Alors que le pape y aille, évidemment, je pense que c'est un signe très très fort. Je pense qu'il doit être un peu, effectivement, tendu par les conséquences que ça risque d'avoir autour de lui. Mais en tout cas... moi, je trouve que c'est vraiment un geste très beau. C'est clairement un vrai signe. On peut préciser que ce dialogue entre le Vatican et l'université Al-Azhar, il existe depuis longtemps et dès avant François. Et il avait notamment à la fois été relancé puis interrompu dans les suites du discours de Ratisbonne par Benoît XVI. Mais donc c'est un dialogue qui est parfois douloureux, difficile, qui s'arrête, qui bloque et qui reprend.
Et de fait, on en parlait hors antenne, mais il y a aussi un enjeu pour Al-Azhar comme autorité d'enseignement et autorité morale du monde sunnite, sérieusement concurrencée aujourd'hui par Daesh dans cette prétention, de rester à cette place-là et de dire non, la véritable légitimité de la vision, c'est l'université qui la porte. Mais c'est clair que ce sera un voyage sous tension, assez complexe. Je voulais juste dire à propos de la Oumma, donc la grande communauté musulmane unie, aussi unie que le Dieu unique, transcendant, bon, très bien. C'est quand même, par certains côtés, c'est un discours irréel, quoi, parce que bon, je suis l'éditeur d'Olivier Roy, donc je ne suis pas tout à fait neutre dans cette affaire, mais il insiste toujours, comme d'autres grands islamologues, pour dire quand même, c'est toute cette région, comme du reste, peut-être le monde musulman dans son ensemble, est dans une division absolument extraordinaire, c'est-à-dire entre nations. Puis entre les deux grandes tendances aujourd'hui, c'est quand même presque une guerre mortelle, hein, entre chiites et sunnites. C'est une guerre mortelle. C'est une guerre mortelle, hein, donc... Alors, c'est un peu pour dire, parce que souvent, parce qu'il y a des théories quand même que je lis comme ça, de gens qui disent, c'est-à-dire, l'islam va nous envahir, nous tuer. Moi je dis, quand on regarde la situation réelle de l'islam, c'est qu'il a beaucoup de problèmes pour l'instant à régler pour réaliser quelque chose. Même pas la Oumma, déjà une petite union, quoi, un peu entre les... Mais reste qu'objectivement, les problèmes de l'islam ont des conséquences pour tous, mondiales. Ça, c'est d'accord. Ce sont des avatars de Daesh qui provoquent, suscitent ou organisent... Mais quand même, disons, les théories comme quoi nous serions submergés par l'islam, je crois que plutôt nous serions peut-être... Effectivement, beaucoup de musulmans s'enfuient parce que d'ailleurs les réfugiés, c'est finalement ça. Hein, on l'a dit aussi d'ailleurs. Une région souvent les premières victimes de Daesh une région sont qui est des devenue musulmans dangereuse. qui ne pensent pas comme Daesh. C'est une région dangereuse pour la vie des musulmans, tout de même. Une question pour nous, c'est quand même pourquoi cette idéologie-là arrive à séduire non seulement des gens perdus, dont peut-être l'assassin du policier, c'est vrai que le célèbre mais califat... aussi des jeunes un peu éduqués, français. Je pense que... dire voilà comment... Ça, c'est une question pour nous, quand même. C'est Juvin qui parle de cette jeune fille qui est toute troublée devant son amie de classe qui met le voile pour des raisons à la fois peut-être identitaires et spirituelles, on ne sait pas très religieuses en tout cas. Et elle demande à sa mère, nous, maman, qui on est ? Et sa mère lui répond, je vais demander à ton père. Curieuse phrase, mais bon, elle revient 3 jours après et elle dit, voilà, j'ai parlé avec ton père, voilà, nous, on n'est rien. Moi, je pense que ce vide, eh bien, on ne peut pas intégrer un vide, quoi. Et je pense que c'est une question quand même majeure pour nous. Mais après, Jean-Louis, tout à l'heure, a évoqué la pureté des origines. Et moi, je pensais que la force du pape François, et d'ailleurs, ça a été une cause peut-être d'incompréhension quand il a commencé à parler, et la violence, la violence des catholiques. Et les gens se sont dit, mais attendez, on n'est pas en train de s'étriper. Mais je trouve très juste et fin qu'il nous rappelle que nous sommes impurs, d'une certaine manière. Que nous sommes ambivalents, que nous avons de la violence en nous, cachée, et qui se met en colère quand son frère est un homicide, etc. Et donc je trouve que la grande force du pape François, c'est l'humilité, au fond, de la posture, qui ne vient pas donner de leçons et qui au fond, vient tel qu'il est, avec une pauvreté très, peut-être culottée, voire imprudente, peut-être. Enfin, mais bon, on croit qu'aussi il y a un caractère prophétique, donc une sorte de folie prophétique dans les gestes qu'il pose. Et moi, je trouve très important que nous continuions de nous accrocher à la conscience de notre ambivalence, que nos mobiles sont partagés, que nos cœurs sont incohérents, que la vérité, c'est quelqu'un, donc c'est pas moi. Je ne peux pas la posséder, parce que je suis toujours en quête de cette vérité, qu'on va creuser ensemble. Et là, je crois que le christianisme a, d'une certaine manière, un coup d'avance de ce fait. Enfin, voilà, non pas par sa force, mais par sa faiblesse. Oui. Et que là, je crois que, si j'ai bien compris, ce qui se vit dans pas mal de lieux où les chrétiens sont le ferment d'une cohabitation possible entre des personnes qui ne cohabiteraient pas s'ils n'étaient pas là. Comme si la pierre d'angle était justement le faible. Et moi, je trouve que ça, c'est tout le message de l'Évangile et que le pape le représente merveilleusement, mais peut-être à ses risques et périls, ça, c'est certain.
ou en tout cas de ceux aussi qui à la fois vont assurer la sécurité et puis participer aux rencontres qui seront du coup très, très, très contraintes, et le voyage sera bien entendu à suivre en intégralité sur KTO. Du pape François, merci pour la transition. On vient de célébrer Pâques partout dans le monde et en France aussi. Un petit regard partagé des uns ou des autres pour nourrir nos réflexions sur l'Église en France. Qu'est-ce qui vous marque le plus? Qu'est-ce qui retient votre attention? Il y a plusieurs manières de prendre ce sujet, hein, positives ou pas. Mais... Ben, je vais reconnaître que pour des raisons locales, nous, dans mon entourage paroissial, on va dire, on est un peu accablés par ces histoires de pédophilie, quoi. C'est-à-dire ce cumul pendant un mois et demi de cas qui sont... Oui, il y a quelque chose de déprimant, il faut le dire, quoi, hein, parce que évidemment, ça nous donne, disons-le, je trouve qu'il y a une image très partagée de l'Église, parce qu'il y a aussi une nouvelle estime par bien des côtés, enfin, je trouve, sur beaucoup de choses, enfin, et pas seulement parce qu'elle est devenue plus sociale, plus fraternelle, etc. Il y a une façon juste de poser ce qu'on appelle parfois la question du sens, quoi. Mais ces efforts-là, je ne sais même pas si c'est un effort, nous sommes redevenus peut-être un peu plus... Oui, et puis il y a aussi plein de baptèmes d'adultes, voilà, c'est en croissance chaque année, il y a plein de raisons d'espérer. Mais c'est un peu, je sais pas comment dire, abattu, quoi, un petit peu par ces histoires, quoi, voilà, et qui est un peu infernal, quoi, qui sortent là, de ci, de là, enfin c'est... Voilà, pour l'instant j'en reste là, mais je suis un peu je suis moi-même un peu dans les déprimés, même si je suis un peu un observateur, et je suis un observateur participant de cette affaire, quoi, et ça ne me plaît pas. Alors avec le sentiment que si ça continue, c'est qu'on ne sait toujours pas faire, ou que les mesures sont pas suffisantes, ou pas encore... Non, je crois qu'on est... finalement, il y a des cas assez différents, je trouve, et on est chaque fois surpris. Mais on paye quand même quelque part un arriéré, quoi. Enfin, oui. Dans l'Église de France, c'est vrai qu'on a cru qu'en 2001, oui. Bon, on va prendre des mesures maintenant, quoi, pour ce qui va se passer maintenant, pour ce qui arrive. Et du coup, l'Église de France a assez bien tenu cette gageure. Je crois qu'il y a peut-être eu quelques problèmes quand même, mais quand il y avait un cas de prêtre pédophile qui se dévoilait, où l'évêque l'invitait à se présenter au procureur, ou il l'emmenait lui-même, à la limite. Bon. Mais on n'a pas prévu, ce qu'on n'a pas vu peut-être, c'est qu'il y avait un passif plus ancien. Et ce passif plus ancien, il faut bien le dire, il y a aussi de nouveaux cas, mais il y a ce passif plus ancien, il nous tombe dessus d'une façon... C'est compliqué, hein, parce que sur les cas très anciens, ce sont des cas sur lesquels aussi la justice civile, la plupart du temps, n'a pas de réponse. Et donc, voilà, c'est... Ouais. Il y a eu quand même sans doute aussi, même si beaucoup de choses ont été faites et ont été organisées en France, etc., je pense que les responsables en tout cas n'ont pas su très bien parler aux victimes, ni les écouter, ni leur parler. Je pense qu'avec un souci très compréhensible pour les prêtres, mais pas sans indulgence, hein, je ne veux pas dire qu'on a été indulgent avec eux, mais peut-être de se soucier de ce qu'ils allaient devenir, etc. Et peut-être que pour les victimes, on n'a pas toujours mesuré ce que cela représentait dans c'est peut-être ce qu'il y a de nouveau aussi dans les mesures qui sont prises aujourd'hui. Et puis que peut-être on a utilisé, enfin, je sais pas, on a fait rencontrer un moment des victimes avec leur agresseur, c'était pas adroit. Enfin, bon, il y a eu beaucoup d'erreurs de cet ordre-là. Après, je pense que quand ça ressort, les choses d'une façon un peu publique, quelquefois tout est mélangé, des affaires anciennes dont on a déjà parlé, des affaires récentes. Il y a une part d'injustice aussi quand c'est présenté comme ça. Et moi, je pense surtout aux prêtres aujourd'hui. Ça doit être très dur à vivre de ce soupçon permanent qu'il y a sur eux, et que nous-mêmes, nous finissons par avoir
quand ils sont avec des enfants, des jeunes, etc. C'est vrai que c'est terrible, ça. Moi, je rejoins vraiment ce que dit Dominique. Bon, on a de la peine pour les victimes, avec une conscience de plus en plus aiguë qu'il y a quelque chose d'irréparable. Donc ça, c'est vraiment effrayant pour leur histoire personnelle, avec toutes les conséquences. Voilà. On a de la peine pour les prêtres, qui sont effectivement stigmatisés. On s'aperçoit nous-mêmes qu'on est traversé de doutes par rapport à différentes situations qui nous exposent de la vie, qu'on ne sait plus quoi penser. Et ça, moi, j'ai téléphoné à quelques prêtres amis et j'ai senti leur désarroi. Et aussi, c'est aussi est-ce qu'il reste une place pour la tendresse dans une société où il y a toutes ces menaces et on ne sait plus, etc. Mais moi, je me souviens qu'à bras ouverts, où il y a beaucoup d'expressions de tendresse, c'est très difficile d'être dans un ajustement, pas dans une ambivalence, dans une prudence, mais qui ne soit pas non plus un assèchement de la relation, où les corps sont à tellement grande distance que pourquoi pas se parler uniquement par ordinateur. Et puis une inquiétude pour les laïcs aussi, pour les jeunes. Et il y a du scandale aussi chez tous ces jeunes. Et c'est assez paradoxal parce qu'il y a une ferveur croissante chez une grande partie de la jeunesse qui d'ailleurs est capable peut-être d'encaisser. Alors comment font-ils pour encaisser cela, pour peut-être faire tomber de leur piédestal des prêtres qui peut-être en ont besoin parfois de tomber de ce piédestal, qui ne sont pas des stars, parce que ce sont des pauvres types comme nous tous. Eh bien, je pense que la réponse est de s'enracer dans le Christ. Et peut-être c'est ça, enfin, je me suis dit pour moi-même, si mon attachement au Christ finalement me permet de ne pas idolâtrer cette belle et sainte Église, mais qui est aussi fragile et dont je suis une part de la fragilité, alors bien, la réponse, ça va être un enracinement croissant. Mais je pense qu'il y a peut-être une purification à avoir pour que nos frères prêtres soient vraiment nos frères, nos petits frères, nos grands frères, mais qu'on soit tous conscients qu'on est capable du pire d'une certaine manière, si on est seul, si on n'est pas dans la connexion fraternelle, si on est trop isolé. Moi, ça me renvoie aussi à ma propre ambivalence face à ce flot d'images qui me saute à la figure. J'ai vu par exemple la une de Libération avec tous les corps de ces petits-enfants. Elle m'a beaucoup choqué par l'ambivalence graphique de cette une, des corps de petits-enfants morts, mais graphiquement présentés de manière très très belle. Et j'ai bien senti l'ambivalence d'une page qui n'est pas bonne à regarder, qui nous met dans une situation de malaise, je pense. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Et donc, voilà, que ça nous enracine, faire plus de sagesse peut-être. Ça rend Philippe méditatif. Moi, je suis très optimiste en fait, parce que c'est peut-être un peu ma nature. Je pense être un naïf, mais suffisamment lucide. Et ce que je vois, en fait, c'est que l'Église en France, elle est très ouverte. Moi, je vois au Poisson Rose, on est des catholiques, on est des protestants, des évangéliques, et je vois que on parlait de pierre d'angle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je parle de politique, mais du passé, pas du futur. Je vois que si au PS, pour moi, toute la veine qu'on a pu représenter a été éjectée, je pense que c'est pas pour rien dans les divisions qu'il y a actuellement. C'est pas pour rien dans le délitement qu'il y a actuellement. Je pense qu'il y aurait des choses à dire à droite aussi, d'ailleurs. Et ce que je vois, c'est qu'elle est très engagée dans le combat social. Moi, en discutant avec des gens de Caritas, Secours catholique, etc., il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Et je le vois aussi parmi les plus jeunes, il y a cette quête de sens, de cohérence dans la vie, de gens qui disent, bosser comme trader sur des trucs irréels ou comme dans des grosses boîtes dans lesquelles on est un pion, etc. Il y a une envie de s'investir dans des trucs. Je vais prendre un exemple. Un jeune gars là, qui est au Poisson Rose chez nous, qui quitte sa banque pour monter une biocoop à côté de chez lui. Et c'est vrai que son enracinement spirituel, familial, etc., fait que ça fait quand même quelque chose de l'ordre du goût, du sel. Hein. Et je me rends compte que malgré tous les défauts, les problèmes qu'on peut voir et qui sont mis en avant, moi je trouve qu'il y a quand même un vrai respect et qu'on voit passer des gens qui n'y étaient pas, quoi. Hein, et qui commencent par petits pas à se dire mais s'il n'y avait pas quelque chose à aller chercher dans ce coin-là. Alors c'est sûr, on est un peu faiblard, on n'est jamais à la hauteur. Et pour finir aussi, je trouve qu'en termes intellectuels, je trouve que dans le débat intellectuel, par exemple dans le débat économique, c'est extrêmement frappant. Comme je vois, souvent les gens qui sont enracinés dans le christianisme sont extrêmement féconds. Et ils sont capables de sortir des espèces de trucs qu'on nous impose, des espèces de tina,
no alternative. Nous, on sort des choses. Il faut en voir, des Pierre-Yves Gomez, des Gaël Giraud, des Olivier Favreau, tout un tas de gens. Quand on creuse, des Bruno Roche. C'est extrêmement riche. Je veux dire que le renouvellement du modèle, il est beaucoup aussi issu de gens de notre Et avec tradition. une vraie diversité. Voilà, avec une diversité. Alors après, nul n'est parfait, mais enfin, on peut se réjouir de ça. Farage Benoît. Pardon. Alors, non, sur ce sujet de la pédophilie et de nos prêtres qui commettent ces actes criminels, moi j'ai évidemment une réaction de père, de me dire mais qu'est-ce que je ferais si un prêtre faisait ça à mon fils ? Et je pense que beaucoup de pères partagent cet avis-là, se disent que au fond, ce grand déballage auquel on assiste aujourd'hui, il est douloureux pour tous les chrétiens, mais même s'il est douloureux, même s'il nous fait de la peine, il est nécessaire pour que on se rende compte que ce genre de choses-là ne doivent plus se produire et qu'elles sont vraiment pas acceptables. Et qu'il n'y a pas de doute là-dessus, que ça fait pas... voilà, ça On fait ne protège pas les coupables. Exactement, qu'on ne protège pas les coupables. Et en même temps, parfois, moi, je m'interroge aussi sur dans quel état est-ce qu'on laisse nos prêtres. Est-ce qu'on s'occupe bien d'eux ? Il y a quand même des endroits où on a des prêtres qui vivent isolés, tout seuls, dans des situations de misère humaine, parce qu'ils vivent eux aussi une solitude très très dure, soumis comme tout le monde, sauf que eux, ils vivent le célibat à une société hyper sexualisée. Il faut quand même se rendre compte, ce que je disais un peu Tugdual, mais aujourd'hui, qui peut passer une journée sans voir des images qui ont trait à la sexualité ? Dès lors qu'on a un téléphone portable, qu'on ouvre un magazine, qu'on prend le métro ou le train, ça vous saute aux yeux. Donc je crois que cette société hyper sexualisée fait que nos prêtres doivent être vraiment entourés, qu'il faut quand même s'interroger aussi, pourquoi certaines communautés marchent si bien, pourquoi les jeunes rentrent plutôt dans certaines communautés que comme prêtres diocésains. C'est aussi parce que ces communautés-là souvent proposent une vie communautaire. Ils ne sont pas épargnés par la question non plus. Oui, c'est vrai. Ça veut pas dire qu'il y a Non, pas c'est de vrai. sujet. C'est pas un remède miracle. Vous avez raison. Mais je crois quand même que bien entourer nos prêtres, faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls, et puis aussi qu'ils ne soient pas surmenés. Enfin, aujourd'hui, on a un très grand nombre de prêtres qui ont un agenda de ministres qui courent en permanence et qui nous font des burn-out régulièrement. C'est aussi une réalité. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger aussi, de manière un peu plus générale, sur comment se passe l'agenda d'un prêtre, comment est-ce qu'il a des moments de vie où il est soutenu, à qui est-ce qu'il peut parler, de manière indépendante, je ne sais pas. Je rebondirais bien sur ce que disait Philippe, parce que je suis assez d'accord avec lui sur un certain optimisme qu'on peut avoir par rapport à l'Église de France, parce que elle est dans une situation avec la laïcité qui depuis très longtemps la contrainte, mais je veux dire à vivre à sa place et de ne pas essayer de peser sur l'organisation de la société de façon indue, de l'inspirer certes, mais pas de peser dessus, que c'est une Église pauvre. Je veux dire, nos évêques, nos prêtres, on ne va pas dire qu'ils vivent dans l'opulence, etc. Et donc je trouve qu'il y a du coup une place faite aux laïcs et des initiatives des laïcs dans beaucoup de lieux qui sont quand même impressionnantes. Et puis toutes les associations qui travaillent effectivement et qui sont des apporteuses aussi d'informations. Quand on voit le Secours catholique qui nous fait tous les ans, qui explique le nombre de situations de pauvreté qu'ils ont rencontrées, des vigiles dans la société les aussi, fondations de l'abbé Pierre qui domaines. parlent des problèmes de logement. Voilà, sont quand Ou même Alliance Vita sur des questions de protection des plus faibles aussi. Etc. Je veux dire, c'est des lieux
qui inspire toute la société. Et je pense que finalement, on est, par rapport à d'autres églises européennes, sûrement, peut-être on a franchi un cap que d'autres n'ont pas encore franchi. Après, la question du rural est sans doute une question qui est plus pesante. Nous sommes des gens des villes. Mais dans le monde rural, on voit beaucoup de désert quand même. Mais je ne sais pas. La vitalité catholique s'est portée dans les villes, il faut le reconnaître, hein, parce que les villes ont des moyens aussi Les villes ont des laïcs souvent aussi assez dynamiques, cultivés, Il y a des laïcs qui sont plus cultivés que les prêtres aujourd'hui. Hein. C'est depuis longtemps le cas, mais ça s'est multiplié. Hein. Donc ils sont capables de faire beaucoup de choses. Je me demande s'il n'y a pas un paroxysme, c'est-à-dire la simultanéité entre des lieux très précieux, très foisonnants, et ces mêmes lieux très attaqués, très fragiles. C'est, autrement dit, quelque chose de l'ordre du combat spirituel. Et c'est vrai pour les couples aussi. Hein. Donc je crois que voilà, il y a la simultanéité dans une fondation souvent. Eh bien, il y a une grande fragilité et aussi une grande fécondité. Et il faut donc une immense prudence pour que cette fragilité ne vienne pas casser cette fécondité. Parce qu'il y a une attaque aussi spirituelle sur des lieux précieux que sont le couple, l'engagement sacerdotal, les nouvelles communautés, les initiatives dont vous parlez aussi. Alors, pardon, mais le chronomètre va nous obliger à nous séparer bientôt. On aurait bien continué toute la soirée ensemble. Un mot pour se quitter sur l'attitude intérieure, spirituelle ou simplement intérieure que vous choisissez pour cette période électorale. On a dit qu'on ne parlait pas de l'échéance du vote, cette émission étant en direct avant, mais rediffusée y compris après. Mais quelle attitude vous choisissez chacun pour vivre ce moment électoral en France ? Philippe, un mot. Une grande, je dirais, fermeté et une grande vigilance. Farage Benoît. Oui, moi je parlerai aussi de la fermeté, comme Philippe, et puis de la confiance quand même, de la confiance dans le fait que notre pays rebondit, qu'il a traversé des périodes plus sombres et la confiance qu'il a devant lui encore un grand avenir, au moins à la hauteur de son histoire. Dominique. C'est peut-être ma veine journalistique qui est là. Je veux rester curieuse de ce qui se déroule. Pas tout croire, croire que je sais tout ce qui va se passer ou que rien ne doit nous surprendre, etc. Me laisser surprendre. Jean-Louis ? Moi, je trouve qu'on est dans une période où il y a beaucoup trop de prétentions à la radicalité de toutes parts. Et donc, moi, je demanderais volontiers, quand il m'arrive de prier, un peu de sagesse. Moi, ça serait la paix. Parce que je pense que quelles que soient les situations, et même peut-être certains effondrements ou certaines situations qui pourraient me paraître apparemment humainement catastrophiques, je pense qu'il y a toujours une opportunité de le vivre paisiblement pour accomplir son travail et se coucher tranquillement en ayant fait ce travail qui n'exclut aucun des mots que j'ai entendus, auquel je m'associe volontiers. Mais cette paix du cœur à cultiver pour ne pas entrer dans la surenchère de l'effervescence fiévreuse sur ces sujets qui n'est pas bonne conseillère. Merci infiniment à tous les 5 d'être venus, une fois de plus, partager non seulement tout ce que vous savez et qui est vaste, mais aussi simplement vos réflexions aux uns et aux autres sur tout ce qui nous entoure. Merci beaucoup, à très bientôt, puisque vous le savez aussi, le principe de cette émission, c'est que nos invités reviennent régulièrement sur le canapé Déo et Débat. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions à l'adresse mail de l'émission. Je voudrais remercier tous ceux qui en ont permis le déroulement avec Claire Guénois, Pierre-Francesca Gravani et Gabriel Kéry, l'ensemble des équipes de la rédaction et puis bien sûr l'ensemble des équipes techniques et de production avec à la réalisation ce soir Henri de Mérindol. Merci à vous tous de votre fidélité. À très bientôt.